nous allons suivre dans cet exemple le cheminement d'une séquence de cristallisation dans le diagramme sphène-volastonite-anorthite, diagramme ternaire des roches basiques, où à partir d'un liquide de départ, ici en position L0, qui va cristalliser jusqu'au point L3 sur la ligne cotectique, et puis de L3 jusqu'à L4 sur la ligne cotectique, et enfin jusqu'au point eutectique. Bien, alors, comme nous avons vu la séance précédente, la position du point dans le diagramme ternaire est déterminée par la composition du mélange de départ. Ici, le mélange se situe à ce point-là, c'est-à-dire dans le champ de cristallisation primaire de la volastonite. Ça veut dire que le mélange de départ est riche en ce composant. Alors, au fur et à mesure que la température baisse, de la volastonite cristallise, alors que le sphène et l'anorthite restent à l'état liquide, c'est-à-dire que leur rapport reste constant. Alors, ce trajet que l'on a ici, rappelez-vous la dernière séance, on peut déjà le tracer en calculant le rapport des deux phases qui ne cristallisent pas, c'est-à-dire prolonger en pointillé sur l'arête sphène-anorthite, regardez la position sur cette arête-là et puis raccorder le L0 à cette position-là pour pouvoir déterminer le trajet effectué par le liquide. Bon, alors, de L0 à L3, des cristaux se forment. Donc, la quantité des cristaux qui se forment, c'est la distance L0, L3 sur la distance S2, L3. C'est-à-dire le point de départ ici, alors que la quantité du liquide résiduel, ça sera S2, L0 sur S2, L3. Bien. Maintenant, en allant de L3 à L4, on peut déterminer la quantité des cristaux qui se forment sur la ligne cotectique, mais également, on peut connaître la quantité du liquide résiduel à la position L4. Pour ce faire, arriver ici, on joint par une ligne le L4 à L0, puis on prolonge la ligne L4, L0 sur l'arête sphène-volastonite jusqu'à sa rencontre avec cette arête-là. C'est-à-dire que L0, L4, quand il va toucher l'arête volastonite sphène à ce point-là, eh bien, ça sera le point S4. Et la quantité, de la même manière, la quantité des cristaux qui se forment, ça sera L0, L4 sur S4, L4, et la quantité du liquide résiduel, ça sera S4, L0 sur S4, L4. Et on peut s'amuser à le faire pour chaque point sur la ligne cotectique. À tout point, on peut déterminer la quantité des cristaux qui se forment et la quantité du liquide résiduel. La démarche est de, une fois arrivé sur la ligne cotectique, comme ici par exemple, je raccorde le point L4 avec le point de départ, avec la position de liquide de départ, et puis à partir de là, je prolonge jusqu'à l'intersection de cette ligne-là avec l'arête volastonite sphène. Parce que le point de départ est dicté par la composition du liquide de départ. Bien, maintenant, à LE, c'est-à-dire à la température eutectique, ou celle qui précède juste la température eutectique, de la même manière, donc, je vais prolonger le segment LE, L0 sur l'arête volastonite sphène et voir la position d'intersection. C'est le point S5. Et donc, ainsi, j'aurai la droite S5, LE. Et je calcule sur cette droite-là la distance S5, L0 sur la distance S5, LE me donne la composition du liquide résiduel, alors que
la distance L0, LE sur la distance S5, LE me donne la composition solide, ou bien la fraction solide qui s'est formée. Bien. Alors maintenant, dans la fraction solide que j'ai formée, ici, puisque j'ai une ligne cotectique, cette ligne cotectique-là, elle incorpore le sphène et la volastonite, parce que c'est une courbe de syncristallisation des deux phases. Je peux, dans la charge solide formée, que ce soit entre L3, L4 ou bien de L3 à LE, la part des phases solides sphène et volastonite dans la charge solide globale. Alors, pour cela, j'ai besoin, bien entendu, de connaître ici la part du sphène et de la volastonite à la position L4. Si je veux connaître la part des phases qui cristallisent à la position L4, la prolongation de ce segment sur l'arête sphène-volastonite qui me donne la quantité volastonite et sphène, en l'occurrence, par exemple, j'ai 13% de sphène plus pour 87% de volastonite, eh bien cette proportion-là, ramenée à la charge solide totale, me permettrait de fixer la quantité du sphène et de volastonite au liquide résiduel atteint en L4. Donc, le pourcentage de sphène dans S4, par exemple, c'est 13, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il suffit de lire la composition S4 sur l'arête sphène, puisque l'arête est calibrée de 0 à 100% de sphène et de 0 à 100% de volastonite. Donc, il suffit de lire la composition sur l'arête. En l'occurrence, S4, c'est 13% de sphène pour 87% de volastonite. Et donc, si j'avais commencé ici, donc la composition, les 13% de sphène et les 87% de volastonite serait la composition du liquide de départ. Ça serait la composition de départ. Or, à L4, la quantité solide qui est atteinte, c'est ce que j'ai trouvé ici. C'est-à-dire que la quantité solide atteinte à L4, c'est 68%. Et donc, il suffit de multiplier les 13% de sphène par les 68%, soit 0,68, qui me donne donc 8,8% du sphène, et 87% fois 0,68 me donne la quantité de volastonite, 58,2% de volastonite. Et bien sûr, la quantité liquide que j'ai trouvée, qui est de 32. Autrement dit, à L4, dans la quantité solide obtenue qui est de 68%, je trouve 8,8% de sphène et 58,2% de volastonite. D'ailleurs, la somme totale me donne 68. Donc, l'intersection du trajet sur l'arête sphène-volastonite me permet de fixer ou bien de pondérer la quantité de sphène et de volastonite que l'on trouve dans la quantité solide cristallisée en passant de L3 à L4. Alors, de la même manière, donc, si je veux connaître la composition au point eutectique, je répète, de la même manière, c'est-à-dire, je vais joindre LE à L0, et puis à partir de là, j'extrapole sur l'arête volastonite sphène, ça permet de trouver le point S5, et puis ce S5, la distance S5 L0 sur S5 LE me donne la quantité de liquide résiduel. La L0 LE sur S5 LE me donne la quantité de solide résiduel. Et la quantité des cristaux qui se forment ici, eh bien, ça sera, c'est-à-dire à la température qui précède juste la température eutectique. Là, on n'a encore que la cristallisation du sphène et de la volastonite. Ben, il suffit de ramener ou bien de multiplier la quantité de solide résiduel
soit par exemple ici les 18% de sphène pour connaître la quantité du sphène, ou bien les 82% de wollastonite pour connaître la quantité de wollastonite formée à la température qui précède celle eutectique. Bien. Maintenant, on peut visualiser un peu ces cursus de cristallisation et de l'évolution du liquide dans ce diagramme-là, où on a ici la quantité des phases et la nature des phases qui se forment, là, la température, et ici, le temps. C'est intéressant de voir le temps parcouru pour chaque évolution, chaque stade d'évolution dans ce diagramme. Alors ici, lorsque je suis dans le champ de cristallisation primaire, donc je suis sur la surface de l'équidus, ça veut dire c'est cette portion-là, L0, L3. Dans cette portion-là, eh bien, le L0, ici, c'est la trajectoire effectuée par le liquide. La quantité du liquide baisse. Et en contrepartie, vous avez cristallisation de la wollastonite. En vert ici, c'est-à-dire ici, vous avez une courbe qui croît parce que la quantité de cristaux qui se forment, bien sûr, augmente, mais au détriment du liquide qui, lui, baisse. Sur la ligne cotectique, donc cette partie-là, on rentre maintenant dans le domaine de la ligne cotectique ou bien sur la courbe cotectique. Alors sur la courbe cotectique, la wollastonite bien sûr cristallise, mais bien sûr rentre en jeu le sphène. Donc j'ai la courbe de la wollastonite qui continue à se former, mais c'est le sphène qui rentre en jeu parce que je suis sur une ligne cotectique. Mais par contre, le liquide, lui, il continue de diminuer parce que le refroidissement continue de s'opérer. Maintenant, à partir de là, arrivé sur la ligne cotectique, eh bien, sur la ligne cotectique, les trois phases commencent à se former. Le sphène, la nortite et la wollastonite. Parce que le point eutectique, le domaine de syncristallisation des trois phases. Mais sur ce point, sur ce niveau eutectique, on a un palier, c'est-à-dire que le temps imparti à la cristallisation des trois phases est relativement important par rapport aux autres tracés, par rapport aux autres stades. Alors, on peut un peu le comprendre parce que au niveau du point eutectique, on a l'implication des trois phases. Donc, trois phases qui cristallisent. Et le processus de cristallisation est un processus exothermique. C'est-à-dire que quand on passe de l'état solide à l'état, plutôt de l'état liquide à l'état solide, c'est une réaction exothermique qui dégage de la chaleur. Donc cet excédent de chaleur dégagé par le refroidissement, par la cristallisation, va permettre de maintenir le liquide stable thermiquement pendant un certain temps. C'est ce qui explique que le refroidissement du liquide, eh bien, met du temps à se faire. C'est toutes les chaleurs qui sont produites par les cristaux qui se forment, étant donné que ce sont des réactions exothermiques. Et puis, quand tout le liquide aura disparu, à ce moment-là, eh bien, tout devient solide. Donc, après savoir étudier donc les diagrammes binaires sous différentes formes, avec ou sans eutectique, et les diagrammes ternaires, on va ici passer en revue un certain nombre d'exercices qui vont nous permettre de nous familiariser avec l'application et l'utilisation de ces diagrammes binaires et ternaires. Bien, alors, on se propose l'exercice suivant, c'est-à-dire qu'on a un diagramme binaire de dioxyde anortite, où nous avons des liquides de départ, A1 et A2, dont on cherche à déterminer la quantité des cristaux qui vont se former à la température T2, de la température T2 à la température eutectique.
Ceci est valable pour A2, mais aussi il l'est pour A1. Donc, après, on va interpréter les résultats, puis, dans un deuxième temps, on va calculer le taux de fusion issu de roches, au départ, solides. Bien. Alors, la quantité des cristaux et du liquide résiduel après cristallisation des liquides A1 et A2 entre les températures respectives T1 et T2 et T2 et TE, eh bien, à A1, en passant de T1 à T2, on applique la règle des mesures algébriques. La quantité des cristaux qui se forment en dévalant la pente, ça sera la distance AE1E sur BE. La quantité du liquide résiduel, ça sera la distance BA1 A'1 pardon, sur BE. Alors dans ce cas, ça sera 33,4% de liquide et 66,6% de solide. C'est-à-dire, il suffit de mesurer les gradations que vous avez. La distance BE, vous avez 3 gradations, chaque gradation est à 10. Et donc, il suffit de mesurer les distances partant de ces gradations de référence. Ici, on a une seule gradation sur 30, sur 3, donc 10 sur 30 pour le liquide résiduel, et 2 graduations sur 3, c'est-à-dire 20 sur 30 pour la quantité des cristaux qui se forment. Maintenant, pour le liquide A2 qui cristallise de la température T2 à la température eutectique, de la même manière, nous aurons la distance A'2C sur EC, ça donne la quantité du liquide résiduel. En l'occurrence, vous avez 20 sur 70, donc 28,6, alors que la quantité du solide qui se forme, c'est la distance EA'2 sur EC, soit 50 sur 70, 71,4%. Donc, au fur et à mesure que la température baisse, c'est-à-dire en allant sur le liquide jusqu'au point eutectique, la quantité des liquides, bien sûr, baisse au détriment de la quantité des cristaux qui se forment. Et donc, pour chaque position sur le liquidus, on a des compositions qui sont, bien entendu, on a des évolutions qui sont différentes. Alors, tant qu'on est bien sûr sur le champ liquidus de la phase anortite, la composition solide se réduit à de l'anortite. Alors qu'ici, puisqu'on est dans le champ dioxyde plus liquide, tant qu'on dévalue la pente jusqu'à E, ici, le solide est représenté par la phase dioxyde. Alors, pour répondre à la deuxième question, c'est-à-dire le taux de fusion de deux roches de composition différente. Ici, on ne parle pas de la zone liquide, on parle de la zone solide, ou bien du champ solide. Donc, la composition R1, elle est là. La composition R2, elle se situe ici. Donc, il suffit de lire ces compositions sur l'axe dioxyde anortite. R1 est formé de 70% d'anortite, 30% de dioxyde, alors qu'ici R2 est formé de 70% de dioxyde pour 30% d'anortite. Alors la question est de, à partir d'une roche solide qui a cette composition-là, lorsqu'on atteint la température de fusion, c'est-à-dire celle-là, combien en forme de liquide? C'est ça le taux de fusion, c'est la quantité de liquide formée après fusion de la roche à la température de fusion, la température eutectique, c'est-à-dire la première température pour laquelle une partie du solide va devenir liquide. Alors, quand je vois R1, il est là. R1, il est dans le champ de cristallisation primaire de l'anortite plus liquide. Donc, à la température de fusion, du moment que je suis là, tout le dioxyde
tout le dioxyde dans cette partie liquide que j'aurai formée va être à l'état liquide, puisque je suis dans le champ primaire de cristallisation de l'anorthite. Le dioxyde, eh bien, il est à l'état liquide. Donc, pour connaître la quantité du liquide qui se forme à la fusion de R1, je sais déjà une part de cette composition liquide. C'est bien sûr la quantité de dioxyde déterminée ici et qui, elle, est entièrement à l'état liquide. Donc, dans cette proportion liquide, de par la nature du diagramme binaire, eh bien, je peux déduire déjà une première quantité de ce liquide-là. C'est les 30% de dioxyde qui passe entièrement à l'état liquide, puisque dès que je touche le solidus ici, eh bien, tout le dioxyde passe à l'état liquide. Puisque, je répète, je suis dans le champ de cristallisation primaire de l'anorthite. Donc, une partie de ce liquide est déduite de par la nature du diagramme lui-même, sans avoir besoin de faire du calcul. Maintenant, pour déterminer la quantité d'anorthite qui accompagne le dioxyde, parce que quand je dis anorthite plus liquide, ça veut dire qu'ici, je peux avoir des cristaux solides d'anorthite, mais bien sûr, le liquide renferme également de l'anorthite liquide. Alors, c'est cette anorthite liquide qui accompagne le dioxyde que j'essaie de déterminer. Alors, pour ce faire, j'ai un point qui est caractéristique du système binaire dioxyde-anorthite et qui est invariable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque fois, ça c'est la position de point eutectique, chaque fois que j'ai 70% de dioxyde, j'ai 30% d'anorthite. Ça c'est la composition de point eutectique qui est là, le point E. Bien. Alors, donc je vais utiliser ce point invariant qui caractérise le système pour dire que 70% de dioxyde me donne 30% d'anorthite. Alors que maintenant, je vais essayer de calculer, partant de ce point référence, la quantité de dioxyde la quantité d'anorthite qui doit accompagner les 30% de dioxyde qui sont déjà passés à l'état liquide. Donc, aux 30% de dioxyde passé à l'état liquide, eh bien, c'est une simple règle de 3. J'aurai 30 fois 30 sur 70, ça veut dire 12,85% d'anorthite qui va accompagner les 30% de dioxyde. Et donc, il suffit d'ajouter les 12,85% ici pour que la quantité de liquide soit égale à 42,85%. Ça veut dire 30 dioxyde pour plus 12,85% d'anorthite. Alors, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand je porte à fusion une roche, ou bien 100 grammes de roche, de composition R1, eh bien, je vais obtenir 42,85% de liquide. Le taux de fusion égale à 42,85. Voilà. Bien. Maintenant, le point R2 qui est là, il se situe au niveau du point eutectique. Comme il se situe au niveau du point eutectique, donc quand je vais à la température de fusion, à la température TE, donc je suis là. Et là, c'est le point de fusion des deux phases. Donc, à ce moment-là, le R2 passe entièrement à l'état liquide. Donc, la fusion d'une roche qui a la composition de points eutectiques me donne 100% liquide. 100% liquide. Donc, en regardant R1 et R2, R1 et R2 ont deux compositions différentes. Deux compositions différentes et un taux de fusion qui est différent. Ici, j'obtiens 42,85. Là, pour R2, j'obtiens 100% liquide. Donc, la composition
de départ me donne des taux de fusion qui sont différents, qui sont variables, qui varient en fonction de la composition de départ. Maintenant, lorsque je regarde ce liquide obtenu, 42,85%, eh bien, dans ce liquide obtenu, le rapport 12,85, c'est-à-dire ce que j'ai obtenu comme diopside sur la somme totale, plus ce que j'ai obtenu comme anortite sur la somme totale, me restitue la composition de départ. 12,85 sur 42,85, plus 30 sur 42,85, c'est-à-dire 70% de diopside, 30% d'anortite. C'est la composition du point eutectique. D'où les deux points essentiels, les deux corollaires à retenir. Le taux de fusion dépend de la composition de la roche de départ, mais quelle que soit la quantité de liquide formé, elle a toujours la composition du point eutectique.